Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Icône révolutionnaire d'une jeunesse qui se voulait panafricaine, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, est assassiné le 15 octobre 1987. 30 ans après, les Burkinabés commémorent cet assassinat toujours pas élucidé. La Banque mondiale finance l'habitat social en Afrique de l'Ouest. Une enveloppe de 155 millions de dollars a été accordée à la Banque ouest-africaine de développement à cet effet. Et cet ultimatum lancé par le gouverneur de Difa, ville située au sud-est du Niger, aux combattants de Boko Haram. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour se rendre aux autorités nigériennes. Mais tout d'abord, vers un dialogue entre le pouvoir et les sécessionnistes anglophones du Cameroun. Sur ordre du président Paul Biya, le Premier ministre Philemon Yang s'est rendu à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Une visite qui a pour but de mener des consultations dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations des zones anglophones, une région en proie à une crise sociopolitique depuis plus d'un an. Les Burkinabés ont commémoré ce 15 octobre la disparition du père de la Révolution, Thomas Sankara, et 12 de ses compagnons. 30 ans après, la population réclame toujours que lumière soit faite sur cette affaire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 30 ans après l'assassinat, le 15 octobre 1987, du père de la Révolution burkinabé, sa mémoire ne finit pas de se propager. Son intense activité pour l'affranchissement du peuple burkinabé et africain aura contribué à garder de lui le souvenir d'un homme fidèle à ses idéaux de justice et de liberté. S'il a légué aux générations actuelles et futures la verve contre toute oppression, l'on retient également de lui ses règles de discipline, son éducation religieuse, sa modestie et son altruisme. 30 ans après le coup d'État qu'il a emporté, la soif de justice demeure et ses proches s'impatientent. On fait confiance à la justice parce qu'elle avance. Et on ne peut que se baser, en tout cas compter sur la justice. Mais tout le monde peut reconnaître que c'est quand même difficile, c'est lourd, parce que pour pouvoir participer à l'existant, à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, il faut quand même pouvoir faire le deuil avant de vivre simplement. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État en 1980, il s'était illustré en fixant sa résidence dans un quartier populaire de Ouagadougou. Ce train de vie lui convenait parfaitement, au point qu'il était parvenu à l'imposer aux Burkinabés. Pour combattre la corruption et l'embourgeoisement, Thomas Sankara n'avait pas hésité à montrer lui-même l'exemple avec les membres de son gouvernement, en renonçant à nombre de privilèges dus à son rang de président. Il se déplaçait fréquemment à vélo et conduisait sa modeste voiture, une Peugeot 205. Pour ses anciens collaborateurs, Thomas Sankara était simplement un militaire et un homme politique qui n'avait jamais oublié ses racines. Il a vécu dans le milieu pas tellement différent de ce qu'il aurait été s'il était resté au village. Il était très accueillant, très sociable et puis bon, il a duré avec le chef de canton de sorte qu'il était très connu. De sorte que Thomas a côtoyé presque, si vous voulez, la misère. Je dis la misère parce que le salaire d'un gendarme, c'était pas grand-chose, même si c'était un salaire, mais c'était le taux et puis voilà. Défendant l'idéal selon lequel l'homme public était appelé à incarner la bonne exemplarité, Thomas Sankara a apporté d'innombrables valeurs, des valeurs sans doute qui lui ont permis d'imposer de nouvelles mentalités aux Burkinabés à travers notamment la culture de consommation local, de la justice, de l'égalité et de la solidarité. Toujours au Burkina Faso, entrée en vigueur en 2015, la loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques non biodégradables n'est pas encore effective. Suite à une opération de contrôle menée par les autorités, plus de 100 entreprises ont été interpellées. Les sociétés incriminées risquent de lourdes amendes et des sanctions allant jusqu'en l'emprisonnement. Siamlo Victoria Sedji. Au Burkina Faso, 104 entreprises de distribution de sachets plastiques non biodégradables ont été interpellées par les autorités burkinabées lors d'une vaste opération de contrôle à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux grandes villes du pays. Les sociétés incriminées risquent des sanctions allant de 1 à 10 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans conformément à la loi portant interdiction de la production et commercialisation des plastiques non biodégradables. 13 entreprises ont déjà été auditionnées et sanctionnées. 65 autres auditions sont en cours. Lorsque la loi a été mise en vigueur, l'État a donné 6 mois à toutes les entreprises
pour se mettre à jour. Donc, tacitement, après ces 6 mois, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, je pense que c'est une question simplement d'indiscipline. Vu le temps accordé, vu les mesures d'accompagnement qui ont été prises, je pense que toutes ces entreprises-là auraient dû se mettre au pas. L'impact négatif du plastique non biodégradable est considérable sur l'environnement et l'économie du Burkina Faso. Selon des analystes, il serait à l'origine d'une perte de 30% du cheptel chaque année. Les emballages non biodégradables mettent 400 ans à se dégrader. Les sachets biodégradables, quant à eux, font tout au plus 60 mois. On sait que les sachets, pour la plupart, sont importés. On peut se poser la question, comment ces sachets-là quand même arrivent à rentrer alors qu'il y a les douanes dans toutes les frontières qui sont informées, qui sont même formées pour reconnaître ces sachets-là qui ne sont pas bien biodégradables. Donc, quelque part, je pense qu'à ce niveau-là, l'État doit revoir quand même ses services. Adoptée en mai 2014, c'est en février 2015 que la loi portant interdiction de la production, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables est entrée en vigueur. On rappelle, sur un total de 129 entreprises, 25 se sont pour l'instant révélées conformes à la loi. 155 millions de dollars, c'est le montant de l'appui financier reçu par la Banque ouest-africaine de développement. Cette aide de la Banque mondiale est destinée à soutenir la politique de l'habitat social de la BOAD. Combinée en crédit et dons, la somme vise à élargir l'accès au financement pour réduire la pénurie de logements. Ibrahima Djumaba. La politique d'habitat social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient d'avoir un soutien financier important. Le groupe de la Banque mondiale a accordé à la Banque ouest-africaine de développement un financement de 155 millions de dollars destiné à l'habitat social dans la zone UEMOA. Cette convention de financement comprend un crédit de l'Association internationale pour le développement de 130 millions de dollars à la BOAD et un don de 25 millions de dollars à l'UEMOA. C'est une excellente initiative, mais il faut qu'ils mettent aussi en place un système très léger de fiscalité pour aider quand même ces populations-là à finalement accéder à un logement décent. La Banque ouest-africaine de développement rétrocédera le crédit de l'Association internationale pour le développement à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA qui accordera des prêts à long terme aux banques et aux sociétés de microfinance, de sorte à prolonger la durée de leurs prêts aux ménages à revenus modestes et irréguliers. Objectif, faciliter la production d'environ 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et permettre de mobiliser des investissements beaucoup plus importants pour l'habitat social grâce aux émissions obligataires de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA sur la BRVM. Cet objectif sera atteint en allongeant la durée des prêts hypothécaires, actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, à 15 ans et au-delà, grâce à l'action de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire que soutient la BOAD depuis sa création. On estime aujourd'hui que 800 000 nouveaux logements au moins seraient nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements dans l'UEMOA. Cependant, les banques de cet espace économique n'octroient que près de 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an. La population de l'UEMOA passera de 110 millions d'habitants aujourd'hui à 220 millions d'habitants dans 20 ans, d'où la nécessité de renforcer l'habitat social. Excédé par les attaques, le gouverneur de Difa a lancé un ultimatum aux Nigériens combattant aux côtés de Boko Haram. Ils ont jusqu'à la fin de l'année 2017 pour se rendre aux autorités nigériennes. Située au sud-est du Niger, la région de Difa, proche du Nigeria, abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés. Marcel Farba Maroun. Lors d'une visite au camp d'accueil de repentis nigériens de Boko Haram mi-octobre 2017, le gouverneur de la région de Difa, Mahamadou Lawali Dandano, a lancé un ultimatum aux combattants nigériens de cette secte. Devant les 160 pensionnaires du camp qui ont déposé les armes, il a même évoqué des moyens de communication comme le téléphone qui pourraient être mis à la disposition des ex-combattants afin qu'ils appellent leurs camarades à se rendre avant la date butoir fixée au 31 décembre 2017. Au-delà du 31 décembre 2017, celui qui ne vient pas doit se trouver un autre statut. Il ne va plus s'appeler repenti. La repentance n'est pas étalée indéfiniment dans le temps. Nous avons donné une chance à des Nigériens qui se sont trompés en partant combattre aux côtés de Boko Haram.
Le mouvement de reddition de combattants de la secte Boko Haram a débuté fin décembre 2016 avec une trentaine de combattants nigériens qui s'étaient rendus aux autorités en échange d'une vie sauve ainsi qu'une réinsertion socio-économique. Au niveau de la région même, les populations civiles qui ont été victimes des actes de la secte ne sont pas totalement d'accord avec cette initiative du gouvernement consistant à faire venir des criminels, à les déradicaliser et à les réinsérer économiquement. Et le gouvernement persiste tout de même. On ne sait pas comment ça va aboutir. Mais toujours est-il dit que les attaques de la secte continuent de manière sporadique dans la région. Et ça commence à révolter un peu au niveau de la région, des populations qui considèrent qu'on ne peut pas prendre des gens qui ont tué gratuitement, qui ont pillé, et qu'on les mette dans des conditions pendant qu'il y a des jeunes qui n'ont pas rejoint ces sectes-là, qui sont dans des difficultés, qui sont pratiquement dans la pauvreté, qui ne savent pas comment s'en sortir. Boko Haram, qui ne dispose pas de base au Niger, a mené ses premières attaques dans ce pays le 6 février 2015. En août 2017, au moins 540 civils ont été tués, enlevés ou blessés lors d'attaques attribuées à Boko Haram. La région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent aux dépens d'une population locale déjà très pauvre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.